Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Avec au sommaire de ce 7 mai, l'armée israélienne qui a bombardé Rafah cette nuit malgré les mises en garde des États-Unis et de la communauté internationale. Une offensive de grande ampleur est-elle inéluctable? Qui a vraiment les cartes en main pour mettre fin à ce conflit? Que contenait la proposition de trêve acceptée par le Hamas? Pourquoi n'est-elle pas encore acceptée par Benyamin Netanyahou? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, volontairement décalée de l'actualité du jour, c'est l'histoire d'une illusion que l'on va vous raconter, une illusion de puissance française sur la scène internationale, souvent contredite sur le terrain comme en Afrique. On voit véritablement sur les réseaux sociaux et dans les rues de Bamako des manifestations anti-françaises qui certainement comprennent mal la présence de Barkhane. Et je veux dire, à l'aune de cette contestation, notre présence sur place perd de son sens. Et je pense qu'aucun sang d'un soldat français ne doit être versé pour une population qui déclame ne plus vouloir de nous. Comment la France, puissance nucléaire qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-elle perdu de son influence dans le monde? Peut-elle encore la retrouver? On en débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cet espoir de trêve à Gaza qui aura duré 2 heures à peine. Aurélien Romano. L'armée israélienne a pris possession du poste frontière de Rafah, contrôlant ainsi l'accès de l'aide humanitaire via le seul point de passage encore aux mains des Palestiniens. À la frontière avec l'Égypte, l'aide est donc pour le moment interrompue. Pourtant, il y a eu urgence, selon l'ONU. On nous dit qu'il y avait une très courte réserve de carburant disponible d'environ 1 jour, principalement du diesel pour faire fonctionner les camions et les générateurs. Voilà pour ce qui est des stocks. Les Israéliens accusent le Hamas d'avoir mené des attaques de mortier depuis cette zone, notamment une dimanche qui a tué 4 soldats de Tsahal. Une justification pour ce que l'armée nomme une opération de contre-terrorisme. Tsahal commence cette offensive à peine 24 heures après avoir demandé aux plus d'1 million de réfugiés de se déplacer vers une autre zone de l'enclave. Le timing surprend aussi alors que le Hamas a accepté hier la proposition de trêve en y apportant des modifications. Même si l'État hébreu présente cette action comme une opération limitée, les réactions internationales sont très critiques. Tout le monde demande à Netanyahou de ne pas attaquer Rafah. Malgré ses avertissements et ses demandes, une attaque a été déclenchée hier soir. Je crains que cela ne fasse à nouveau beaucoup de victimes, des victimes civiles. La position de la France est sans ambiguïté, exiger un cessez-le-feu immédiat, rechercher la paix par tous les moyens, éviter l'escalade dans la région et permettre à l'aide humanitaire d'arriver. Israël assure de son côté continuer les négociations afin d'obtenir un accord avec le Hamas pour libérer les otages retenus depuis le 7 octobre. Pourquoi l'armée israélienne a-t-elle lancé cette offensive à Rafah? Reste-t-il un espoir de trêve? On en débat avec Myriam Benrad. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris et auteur de ce livre « L'État islamique est-il défait ?» publié aux éditions CNRS. Simone Ronan-Benzaken, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice de l'American Jewish Committee Europe. Didier Loraz, bonsoir et bienvenue. Journaliste en charge de la géopolitique, de la défense et du terrorisme à l'agence France-Presse Paris. Azine Ahmed Chaouch, bonsoir Azine, bienvenue à vous, éditorialiste politique. On est en cette fin d'après-midi de mardi, un peu suspendu à l'actualité. Dernière nouvelle que l'agence France-Presse nous donne, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a indiqué qu'Israël avait envoyé une délégation auprès des médiateurs du Caire pour négocier un projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. On va essayer de comprendre cette contradiction apparente, une offensive en cours à Rafah et des négociations qui continuent. Myriam Benrad, qu'est-ce qu'on peut dire de ce dernier énième projet de trêve ou d'accord de cessez-le-feu à beaucoup plus long terme? Qu'est-ce qu'il contient? Est-ce qu'il contient des éléments nouveaux? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par trêve, parce que du côté du Hamas, l'exigence, c'est la fin totale des opérations militaires et surtout le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, ce qui n'est pas dans les plans israéliens, parce que les Israéliens sont partis avec un objectif très ambitieux après le 7 octobre, l'anéantissement du Hamas. Donc ça s'est traduit par ces destructions de grande ampleur. Ils ont fait le choix, en tout cas, de
de procéder ainsi. Ensuite, évidemment, vous l'avez rappelé, au fur et à mesure de la détérioration de la situation sur le plan civil, il y a énormément de morts aussi quand même du côté israélien, enfin moins que du côté palestinien, mais il y a beaucoup de soldats qui ont perdu la vie, donc je pense qu'il faut quand même le dire. Il y a la situation des otages qui est inconnue. Certains ont perdu la vie dans les bombardements, auraient perdu la vie dans les bombardements, dans les combats, selon les informations qui ont été communiquées par le Hamas. D'autres, on ne sait pas où ils se trouvent, et ça reste du côté israélien la principale exigence. Et quand je dis du côté israélien, pas seulement du côté de la population, du côté du gouvernement. Mais le problème, c'est que cette trêve, telle que la conçoit le Hamas, n'est pas la trêve que conçoivent les Israéliens. Il n'y aura pas, dans l'immédiat, soyons réalistes, de retrait en quelques jours de l'armée israélienne. Parce que, évidemment, l'objectif va être ensuite de faire en sorte que le Hamas ne réémerge pas. Le problème étant, jusqu'où ? Combien de temps ? Parce qu'après, ça va se transformer en occupation. Et là, si vous voulez, on n'a pas véritablement, à mon avis, de stratégie claire du côté israélien. Alors effectivement, ça pose la question de la stratégie de Benyamin Netanyahou, notamment. Simone Ronan-Benzaken, on a l'impression que, alors c'est pas nouveau, mais que il y a deux logiques, voilà, qui avancent, qui n'arrivent pas vraiment à se rencontrer. À quoi servent les discussions, les négociations qui se déroulent au Caire si on est sur deux stratégies et deux objectifs aussi éloignés ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors après, Sinon, à donner de l'espoir, certainement déçu, à la fois aux familles des otages ou aux C'est le principe d'une négociation, c'est qu'on part de deux endroits extrêmement différents et l'objectif, c'est de se rencontrer quelque part au milieu. Mais je pense que ce qui vient d'être dit est extrêmement juste, c'est-à-dire que les objectifs ne sont pas les mêmes. Israël s'est mis en tête qu'ils veulent détruire le Hamas à Gaza. En tout cas, la capacité du Hamas à opérer de manière militaire contre Israël maintenant et surtout dans l'avenir, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer de revenir au 6 octobre, c'est-à-dire vivre avec cette menace-là. Le problème, c'est que dès le départ, en réalité, il y a un dilemme. Aussi côté israélien, c'est-à-dire l'objectif est à la fois de faire en sorte qu'il y ait de la libération des otages et en même temps cette destruction, cette élimination du Hamas à Gaza. Les deux ne sont pas forcément compatibles. Le gouvernement israélien a expliqué que c'était le cas, que c'est justement la pression militaire qui a permis une première obtention d'un accord avec le Hamas. Et donc, c'est aussi ça, c'est aussi une guerre psychologique, c'est-à-dire on va rentrer à Rafah, on va démontrer qu'on ne s'arrêtera pas là pour exercer une pression pour qu'enfin il puisse y avoir quelque chose. Didier Loras, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le Hamas, au dernier moment, dit finalement on accepte cette proposition de trêve pourquoi 2 heures après voir l'armée israélienne bombarder Rafah ? Alors, je suis pas... Il y a un jeu de poker menteur, en quelque sorte ? C'est possible. Je ne suis pas forcément, dans le secret des négociations, deux, dans la tête de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. On peut imaginer, effectivement, que comme dans toute, ça vient d'être dit très intelligemment, dans toute négociation, il y a du jeu, il y a du rapport de force, il y a du poker menteur. En acceptant une proposition dont il savait très bien qu'Israël lui-même ne pouvait pas l'accepter, d'une certaine façon, il remet Netanyahou face à des responsabilités dont il sait qu'il ne pourra pas vraiment les prendre. Après, par rapport à la question que vous avez posée au départ, il n'y a pas de contradiction, en fait, dans l'histoire de la géopolitique entre des négociations et une attaque militaire ou des menaces. On veut arriver à la table des négociations avec le maximum, le plus fort possible. Le plus fort possible, donc on frappe. Le Hamas a répété il y a quelques heures que c'était la dernière chance. Donc en fait, chacun y va et d'une certaine forme d'agressivité, que ça soit militaire ou verbale. On voit bien que de toute façon, effectivement, les positions des uns et des autres sont encore extrêmement éloignées. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé là, c'est dans les points des négociations, il y a la libération des otages contre la libération de prisonniers palestiniens. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on n'a encore rien fait. Quels otages, combien, contre quels prisonniers, qui ont été condamnés à quelle peine, pour quel fait ?
Et là, la négociation, elle commence nom par nom, ligne par ligne. C'est extrêmement compliqué. Donc, à l'évidence, on est très très loin, me semble-t-il, d'un accord. Oui. En même temps, encore une fois, on ne sait pas tout. Je pense quand même que ce qu'on sait aurait peut-être tendance à nous cacher ce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. La politique est comme ça, la géopolitique est comme ça. Il peut y avoir un accord à un moment dans la nuit qui sera dans des termes différents. J'en sais rien, je le pense pas. Mais voilà, c'est le principe de... Voilà, éviter la politique fiction. Oui. Ce qu'on essaye de faire, évidemment, ensemble sur ce plateau. Et donc, on s'appuie sur des déclarations. Par exemple, cette déclaration anonyme d'un dirigeant du Hamas, Myriam Benrad, qui dit « Ces discussions au Caire, ce sont la dernière chance pour Israël de récupérer les captifs vivants ». Vous voyez les termes qui ont été cités là encore par nos collègues de l'agence France-Presse. Donc on est là aussi dans la logique du Hamas. On peut dire que c'est un chantage révoltant, sauf que c'est leur capital en quelque sorte. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la réalité. Alors déjà, ça veut dire qu'ils ont quand même beaucoup plus d'informations qu'ils ne le prétendent, parce que quand ils ont dit, il y a eu quand même des déclarations qui ont été faites, que les otages avaient été dispersés, que certains étaient aux mains du djihad islamique, que d'autres étaient aux mains en fait, de familles ordinaires de Gazaouis. Donc ça veut dire tout de même qu'ils ont plus d'informations qu'ils ne le disent. Mais enfin, on est dans une guerre de propagande des deux côtés, et à commencer par le Hamas. Mais oui, c'est révoltant. Je vais vous dire pourquoi c'est révoltant. Parce que Israël a répondu de manière, je l'ai toujours dit, disproportionnée. Il fallait en découdre après le 7 octobre. Donc ça, c'est après, on se met d'accord ou pas, mais il y a eu cette révolte qui a fait qu'il y a eu cette opération militaire de grande ampleur et on voulait vraiment punir collectivement les Palestiniens pour ce qui s'était passé. Plus elle dure, plus elle est condamnée et condamnée au niveau international. Là, on se parle, on est en mai 2024, ça fait un nombre de fois que vous m'invitez sur votre plateau. Donc quand on voit l'ampleur des destructions, quand on sait qu'en fait, la principale monnaie d'échange, ce sont les otages, on sait qu'au niveau de l'opinion publique israélienne et au niveau aussi de l'appareil d'État israélien, ça calmerait grandement les choses, ou ça ouvrirait la voie à une autre phase de négociation, se retrouver, je le dis ce soir, j'assume mes propos, avec des vidéos d'otages, évidemment, oui, comme vous le dites, qui font office finalement d'épouvantail pour faire encore un peu plus de chantage, alors que la bande de Gaza est détruite, que les populations civiles en ont payé le prix lourd. Des populations civiles, on en avait aussi discuté, qui n'étaient pas toutes du côté du Hamas, qui finissent finalement par payer le prix lourd d'une attaque à laquelle ces populations civiles, pour la plupart, n'ont pas participé, n'ont pas soutenu. On en saura plus, on fera l'histoire plus tard, c'est pas le moment. Mais donc aujourd'hui, évidemment, moi oui, je suis assez choquée de voir finalement le Hamas répondre de cette manière. C'est totalement irresponsable envers la population gazaoui. Voilà. Oui, d'autant que vous citiez précisément les mots du Hamas, il parle de captifs vivants. Oui, c'est ça. Oui, ça veut dire qu'il y a aussi des otages morts et les dépouilles des otages morts. Ça fait partie des discussions, des négociations. Donc là, on est quand même dans un cynisme absolu. Sachant qu'ils avaient déjà récupéré des corps morts le 7 octobre. Oui, c'est-à-dire non seulement il y a des otages qui sont morts à Gaza, mais ils ont en plus pris des corps pour pouvoir les échanger après. Ce qui s'est passé, il y a eu cette annonce par le Hamas de l'acceptation de la trêve négociée au Caire. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Évidemment, des scènes de joie. On va voir quelques images, des scènes de liesse à Rafah, là où sont massées 1 200 000 personnes depuis des semaines. Espoir rapidement déçu, c'est ce que raconte cet habitant de Rafah, des frappes en pleine nuit. Tout le peuple palestinien était ravi. Tout le monde a ressenti une joie indescriptible. Les gens étouffent et ils ne pouvaient pas croire un seul instant qu'ils allaient être enfin en sécurité. Nous avons été surpris de constater que la nuit s'est avérée sanglante, sans joie ni rien. Ils ont volé notre joie. Nous ne pouvions pas être heureux plus de 2 heures. Notre joie ne dure pas plus de 2 heures. Il y a eu des frappes inopinées israéliennes avec des avions de chasse et des bombardements d'artillerie. C'était une nuit terrifiante. Simone Ronan-Benzaken, on a des témoignages comme celui-là. Malheureusement, on en a diffusé des dizaines depuis 7 mois. Et c'est toujours la même question. Et on en revient à la stratégie de Benjamin Netanyahou et de l'armée israélienne. Combien de civils tués pour un éventuel terroriste du Hamas abattu? Vous voyez ce que je veux dire?
Elle est où la stratégie quand on dit éradiquer le Hamas? Je ne saurais pas vous dire quelle est la stratégie. Je sais juste qu'elle est la stratégie affichée. Encore une fois, je le répète, ce que disent les Israéliens, c'est la destruction du Hamas, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec cette menace. On va couper une tête, 5 autres ou 10 autres vont se C'est la lever. même chose, d'une certaine manière, que nous, en tant qu'Occident, on a fait après les attaques de 2015. C'est ce que l'Occident a fait un peu partout aussi. Daesh, j'ai une experte. Quand même. Cette même ampleur, la France n'a pas rasé des villes ou des territoires, ne s'est pas attaqué à Molenbeek par exemple. Non, pas sur le territoire. C'est pas sur le territoire. Même en Syrie, en Irak, c'est pas comparable. J'ai une experte à ma droite qui connaît mieux la question de Daesh, mais la réalité, c'est effectivement celle-ci. Il y a clairement en Israël aujourd'hui la situation depuis le 7 octobre, c'est que les Israéliens se sont rendus compte qu'ils ont vécu avec une menace qu'ils pensaient pouvoir gérer et qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est-à-dire l'idée de pouvoir revenir au 6 octobre, je le répète, est impossible. Et ce n'est pas uniquement le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est vraiment partagé dans la société israélienne. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, comment on va y arriver? C'est une vraie question. Et effectivement, c'est terrible quand on voit ces images de civils palestiniens qui se réjouissent pendant 2 heures. Ça brise le cœur. Par ailleurs, vous n'avez pas montré les images côté israélien. Il y avait exactement les mêmes images. Une foule. Il y a le même espoir que ça pourrait s'arrêter, que les soldats israéliens pourraient revenir, que les otages pourraient être libérés. C'est malheureusement la situation de la guerre. Il faut quand même, Didier Laura, se rappeler, même si je pense que la plupart des téléspectateurs ne l'ont pas oublié, mais si on remonte 6-7 mois en arrière, pourquoi ce 1 200 000 Palestiniens sont à cet endroit de la bande de Gaza? C'est parce que l'armée israélienne leur a dit d'y aller. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, on les balade, quoi. Voilà, parce que l'armée israélienne, effectivement, a annoncé des bombardements et une attaque au sol en commençant par le nord de la bande de Gaza, dont je rappelle que c'est un territoire de genre 350 km² qui doit faire 60 km de large au plus large, ou 80, je ne sais plus. Donc il leur a demandé de descendre progressivement. Donc on a vu cet exode progressif au fur et à mesure que progressaient les bombardements. Là, aujourd'hui, on a les 3/4 de la ville de Gaza qui sont détruits, plus de 60% du territoire, un peu moins de 60% pardon, du territoire qui est détruit, et on demande maintenant à ces 1,2 à 1,4 million de réfugiés de repartir dans l'autre sens, de repartir dans le nord, donc dans un espèce de chaos de poussière, de bâtiments détruits, de réseaux d'eau complètement asséchés. On leur demande de rentrer dans le chaos, de repartir dans l'autre sens, pour que les opérations militaires puissent se dérouler sur Rafah, avec évidemment de l'autre côté la frontière égyptienne. Ça, c'est une vraie question. Alors, de ce point de vue-là, mais de ce point de vue-là, on a, et je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau, on a épuisé le vocabulaire pour parler de l'horreur de la population gazaoui. On a parlé de catastrophe humanitaire, drame humanitaire en cours, une zone où la vie est impossible. Enfin, je veux dire, les Nations Unies, les ONG, les chercheurs ont multiplié. Et là, on est encore en train de nous dire ça va être pire. Mais concrètement, comment décrire, là, ce qui va se passer si vraiment... D'ailleurs, cette question deviendra une question juridique, internationale, devant des tribunaux internationaux, sans aucun doute. Je ne sais pas jusqu'où iront les procédures. Petite question sur l'Égypte, ce que l'Égypte peut faire aujourd'hui, c'est une vraie interrogation, puisque, on l'a vu dans notre reportage, l'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du poste frontière, on va dire, entre Rafah et l'Égypte. Alors j'ai du mal à imaginer ce que peuvent faire les Égyptiens. À l'évidence, ils n'ont pas du tout envie d'une arrivée massive de réfugiés gazaouis sur leur territoire. Je n'ai pas l'impression que les Égyptiens aient une influence majeure sur le Hamas. Et pour reprendre les propos d'une de vos invitées sur ce plateau il y a quelques semaines, le rôle essentiel des Égyptiens, c'est qu'ils ont des services secrets extrêmement capables, avec énormément de contacts, et qu'ils permettent les allers-retours entre les messages. Ils ont des interlocuteurs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette crise ?
j'imagine mal les Égyptiens soit accepter une arrivée massive de réfugiés, soit leur tirer dessus pour les empêcher de passer. Donc si à un moment le mur craque pour une raison ou pour une autre, ils sont eux-mêmes pris dans un espèce de dilemme dont, encore une fois, les seules victimes seront, comme d'habitude, les civils. Les civils. Alors, cette offensive, jusqu'où ira-t-elle à Rafah, elle ouvre aussi beaucoup de questions sur la réaction de la communauté internationale, sur les alliances autour d'Israël. Et on va ouvrir ce chapitre d'abord en écoutant l'une des réactions internationales. Elle vient des Nations Unies, le porte-parole du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. Et que la guerre reprenait de plus belle. On ne peut qu'imaginer l'immense déception que cela représente. Asdine, cette offensive à Rafah, c'est un camouflet, surtout pour Joe Biden. Oui, pourtant, pour une fois, le président américain avait haussé le ton. Décision historique en 75 ans de relations entre les deux pays. Washington avait décidé de bloquer dimanche une livraison d'armes à destination d'Israël. Certes, ce blocage était avant tout symbolique, mais il avait une fonction claire, tenter de dissuader Israël d'attaquer Rafah. Hier, Biden et Netanyahou se sont entretenus pendant 30 minutes au téléphone. Ça a donc été sans effet. Et Joe Biden peut se sentir un peu trahi. On le rappelle, il avait poussé pour le vote de 26 milliards de dollars d'aide militaire d'urgence en Israël. À 6 mois des élections américaines, le président américain se retrouve fragilisé, piégé par la pression d'une partie de son électorat. Et ces images de policiers américains intervenant de manière musclée dans les campus donnent aussi l'impression d'une administration qui ne peut contenir l'importation du conflit sur son territoire, pour la paix dans la région, mais surtout pour sa propre tranquillité. Joe Biden a tout intérêt à raisonner Netanyahou. Et pourtant, il n'y arrive pas pour l'instant. Si Joe Biden ne peut pas le faire, qui peut le faire? Je serais tenté de dire personne et fin de chronique, mais essayons d'entrevoir une lueur d'espoir. Il y a l'accord de cessez-le-feu bâti par le Qatar et l'Égypte. Le Hamas aurait, on l'a dit tout à l'heure, accepté de libérer tous les otages en cas de cessez-le-feu, mais bon, on le voit, ça ne fait pas flancher Israël. Le coup de pression pourrait venir de l'intérieur du pays, car si Benyamin Netanyahou s'entête alors que le Hamas est prêt à libérer les otages, il risque de faire face à la colère des familles des otages. L'annonce du Hamas doit ouvrir la voie au retour des 132 otages retenus en captivité par le Hamas depuis plus de 7 mois. Ça, c'est une déclaration du communiqué, le Forum des familles, une association israélienne de proches d'otages. Et la France, comment la France s'est-elle positionnée? Il y a un mois, lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron a mis en garde le chef du gouvernement israélien, rappelant son opposition à l'offensive de Tsahal sur Rafah. Il a également souligné que le transfert forcé de population constituait un crime de guerre. Mais bon, ça n'avait pas fait la une de l'actu, au regard de la perte d'influence de la France dans la région. Dimanche, de manière solennelle et très diplomatique, Emmanuel Macron avait encouragé le président israélien à mener à bien les négociations avec le Hamas. Il avait fait part de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. Pour le moment, il ne peut pas faire plus que ça. Merci beaucoup, Asdine. Peut-être sur les États-Unis, pour commencer, Myriam Benrad. Que nous dit cette séquence de... Peut-être la perte d'influence de la France, ce sera le thème de notre second débat. Là, est-ce qu'on peut parler d'une perte d'influence américaine dans cette région? Oui, mais ça va au-delà, d'ailleurs, du conflit israélo-palestinien. Bon, déjà, depuis l'échec des accords d'Oslo, il y a quand même eu un désengagement américain sur cette question très claire. Puis ensuite, on a évidemment la déroute des guerres américaines en Afghanistan, en Irak, une intervention Syrie qui n'a pas donné grand-chose. Donc il y a un discrédit qui pèse sur les États-Unis. Oui, mais là, ça fait plusieurs mois d'un Joe Biden qui a beau... demander à Benyamin Netanyahou d'arrêter... oui, mais parce que les Israéliens, d'ailleurs, comme les Palestiniens et d'autres États arabes, considèrent que les Américains ont échoué dans tout ce qu'ils ont proposé. Parce que, encore une fois, on a quand même le spectre aussi d'Oslo derrière tout ça. Plus personne... du côté israélien comme arabe, n'est convaincu aujourd'hui que les États-Unis sont la clé. Alors oui, les livraisons d'armes, oui, les capacités militaires, technologiques des États-Unis qui sont exceptionnelles, mais on le voit, on parlait de l'Égypte. L'Égypte a beaucoup plus, si on s'intéresse en fait aux modalités des négociations actuelles, aux renseignements, etc., aux médiateurs égyptiens, ils ont beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui que les États-Unis et le Qatar, en fait, parce qu'on parle de ces trois pays, ils ne sont pas du tout à égalité. Parce que, d'une part, il y a un traité de paix avec Israël. Les Israéliens leur font confiance, contrairement à d'autres partenaires, entre guillemets, d'autres médiateurs arabes, parce que ça fait longtemps qu'il y a une relation qui s'est instaurée et parce qu'ils ont réussi à négocier des trêves par le passé. Mais pour revenir donc à Washington, aux États-Unis, il y a, encore une fois, un recul de la diplomatie américaine qui ne date pas d'hier. Et puis surtout...
aucune volonté américaine de revenir vraiment dans le jeu, parce que regardez la manière dont ils ont géré ça, ça a été une valse hésitation pendant plusieurs mois. Donc face à cela, les Israéliens, excusez-moi, les Israéliens agissent unilatéralement, c'est vrai. Et puis on a le Hamas qui est un peu, on le voit avec les vidéos d'otages, et ce refus encore une fois de libérer les otages, parce que j'insiste, la vraie question c'est la libération des otages. Donc ne serait-ce que par responsabilité morale envers la population de Gaza, aujourd'hui le Hamas doit libérer tous les otages. On n'est pas sur une négociation même, je suis désolée de le dire, concernant quelques prisonniers politiques. Il faut arrêter de toute urgence cette séquence d'escalade meurtrière, et la seule manière, c'est mon point de vue, c'est de libérer tous les otages sans condition. Et là, je pense qu'encore une fois, on rentre dans une autre étape de négociation avec le Hamas, avec plus largement la communauté internationale. Est-ce qu'avec ce camouflet américain, il n'y a pas le risque de voir Israël, on va dire, tomber dans la catégorie État paria, c'est-à-dire... Là, le problème, c'est que donc, du côté israélien, on est dans la surenchère. Enfin, du côté israélien, on ne va pas généraliser, parce qu'il y a quand même des divisions qui sont apparues très clairement, y compris au sein de l'appareil sécuritaire et militaire. Mais Netanyahou, par ailleurs, joue sa survie politique, on l'a dit à plusieurs reprises, fait face à un éventuel mandat d'arrêt international. Enfin, c'est quand même, il y a eu... tout de même, quand je parle de surenchère, il faut voir les conséquences que ça a aussi quant aux relations d'Israël avec le reste du monde, rupture des relations diplomatiques avec certains États, etc. Mais là où je vous rejoins, je pense qu'une partie de la population israélienne n'en peut plus, que cette partie ne va faire que croître, parce que les dommages pour Israël sont énormes aussi. On va en parler dans un court instant sur la société israélienne, mais sur la place d'Israël dans la communauté internationale. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, Simone Rodin-Benzaken. État paria, le terme a été employé par Azin Ahmed Chaouch, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Je pense qu'on a parfois un peu tendance à exagérer les tensions entre les États-Unis et Israël. Ça fait maintenant quelques mois que je fais ces plateaux. J'ai entendu ces mêmes choses depuis des mois et des mois. Ouais. La réalité, c'est que les États-Unis sont à côté d'Israël, ont été à côté d'Israël en ce qui concerne la frappe, notamment des missiles et des drones venant d'Iran. Ouais. Il y a la livraison d'armes à Israël, par ailleurs pas uniquement à Israël, mais aussi à l'Ukraine et autres. Donc, dans les faits, la réalité... Et cette offensive sur Rafah ne peut pas changer cette donne, d'après vous? Pour l'instant, ça dépend ce que ça va être. Pour l'instant, c'est une offensive minime. Oui. C'est vrai. En tout cas, on n'est pas encore dans une offensive terrestre. On n'est pas du tout dans une offensive terrestre. C'est de ça spécifiquement que les Américains ont parlé depuis le début. Il y a eu beaucoup de négociations, de discussions entre les Israéliens et les Américains sur le mode opératoire qui pourrait avoir lieu. Je ne sais pas à ce point, il semblerait qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le mode opératoire. Mais en tout cas, je ne pense pas que... il y a pour l'instant une vraie rupture entre les États-Unis et Israël. Encore une fois, ça fait maintenant 7 mois que j'entends les mêmes choses. La réalité est tout autre. Ouais. Avec, effectivement, on parlait de cette opération. Pour l'instant, il y a eu des frappes, il y a eu la prise de frappe aérienne, il y a eu la prise du poste frontière avec l'Égypte. Mais ce que dit un ministre de la Défense, le ministre de la Défense israélien, il dit l'armée est prête à intensifier ses opérations militaires contre le Hamas dans toute la bande de Gaza s'il n'y a pas d'avancée sur la libération des otages détenus dans le territoire palestinien. Nous sommes prêts à des compromis pour ramener les otages, mais si nous n'avons pas le choix, nous intensifierons l'opération. Dans toute la bande, pas seulement à Rafah, dans toute la bande de Gaza. Didier Lauras, on est dans le bras de fer dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette négociation. Attention, on n'a pas encore déclenché toute la puissance dont on est capable à Rafah. Oui, ça fait partie aussi de la politique du gouvernement d'Israël depuis le début. Et de toute façon, il y a toujours une association entre les frappes ou la menace de frappe, la menace de pire. En même temps, vous le soulignez tout à l'heure, le Hamas qui dit c'est la dernière chance. Donc on est dans une surenchère à la fois en termes de vocabulaire et possiblement là en termes d'opération militaire. C'est très net. Et de ce point de vue-là, enfin, je pense encore une fois, on est tous d'accord sur le plateau. Les Américains ne peuvent pas
aujourd'hui décider clairement de l'avenir de la région. Mais Azim disait ils ont appuyé sur stop, même si c'est symbolique, on suspend une livraison d'armes, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Non, mais le moment, enfin, pardon, je suis peut-être un tout petit peu caricatural, mais dans les propos de Joe Biden, il y a un peu, si ça continue, il faudra que ça cesse. Enfin, je veux dire, on n'en est pas à une vraie décision. L'aide militaire américaine à Israël est interrompue jusqu'à ce qu'Israël se retire de la bande de Gaza. Enfin, on n'en arrivera jamais. On n'arrivera jamais à des... C'est par ailleurs pas l'objectif affiché des Américains. Le conflit avec Gaza, il ne datait pas du 7 octobre. Mais non, mais il passait quasi, il passait au second ou au troisième plan de l'actu international. Oui, mais il y avait un statu quo. Il y a plusieurs choses. Il y avait un statu quo. Il est vrai. Si oui, les Israéliens, c'est quand même disent les choses. C'est assez brut. Hein. On veut tous les otages avant de passer à une autre phase des négociations. Donc la réaction du Hamas de ce point de vue, c'est la dernière chance, on va se donner un peu de temps, on va faire des vidéos, etc. C'est complètement, c'est ce que j'ai dit, irresponsable. Ils savent très bien que les Israéliens vont encore mettre le paquet, si nécessaire, pour récupérer les otages. Donc, en réalité, je ne sais pas, encore une fois, moi je ne suis pas dans les coulisses des négociations, mais j'espère que la partie américaine, que la partie égyptienne, la partie qatari, j'ai plus de doutes, mettent la pression sur le Hamas en vue de la libération des otages. Parce que je pense que c'est la clé d'une désescalade. Par ailleurs, ça ne va pas résoudre évidemment la situation post-guerre à Gaza, ni la situation sécuritaire, ni la situation politique, ni la question de la gouvernance. On est parti sur des séquelles très longues, durables. Mais je crois que dans l'immédiat, si on veut que ça cesse, donc là je parle vraiment des bombardements, un répit pour la population civile palestinienne, il faut que tous les otages, encore une fois identifiés du côté israélien, encore vivants, soient restitués à Israël. Enfin, ça me paraît quand même assez clair. Mais si je peux juste me permettre... d'une certaine manière, cette séquence, ces dernières semaines et ces derniers mois ont aussi rassurer le Hamas d'une certaine manière. Parce que ces appels incessants à un cessez-le-feu tout court, c'est-à-dire sans la libération des otages, c'est quoi l'intérêt pour le Hamas d'arrêter ? Ils peuvent tout simplement continuer, ils peuvent tout simplement ne pas libérer les otages parce qu'ils voient qu'au fur et à mesure, en fait, la pression monte sur Israël. Et en réalité, c'est ça aussi le jeu. C'est-à-dire, c'est que d'un côté, les Israéliens disent « attention, on ne rigole pas ». On va venir, on va détruire le Hamas, on va faire notre opération militaire. Et de l'autre côté, le Hamas, d'une certaine manière, qui compte quand même aussi sur la pression de la communauté internationale sur Israël pour arriver aussi à ses fins. Oui, on a quand même un peu l'impression, Didier Loras, que, là encore, c'est pas totalement nouveau, évidemment, mais les extrémistes ayant pris le pouvoir des deux côtés, ils ont l'un et l'autre intérêt, le Hamas d'un côté, mais aussi Benyamin Netanyahou de l'autre, à ce que ce conflit dure. Alors déjà, pour moi, la lutte armée, elle est inhérente à la stratégie de la branche militaire du Hamas. Oui. C'est comme ça qu'il entend sa fonction. De l'autre côté, là, je pense que je suis entouré de gens plus compétents que moi sur le sujet. Le jour où la guerre s'arrête, l'avenir politique de Netanyahou va quand même être extrêmement compliqué. Alors après, est-ce qu'il est capable de juste poursuivre la guerre juste pour son salut politique? Et il ne décide pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Alors, il y a un cabinet de guerre. Il ne décide pas tout seul. Mais il y en a d'autres qui tomberont avec lui au moment de la fin de la guerre. Je ne suis pas certaine. Et société israélienne. On va ouvrir ce chapitre. Il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat avec une nouvelle manifestation justement en faveur d'un cessez-le-feu et de la libération des otages qui a eu lieu hier devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. On écoute l'une des participantes, l'une des manifestantes. Notre gouvernement, complètement fou, veut entrer à Rafah. Il veut poursuivre la guerre et pas aller chercher la paix. Cette guerre va bien sûr tuer davantage de civils palestiniens, tuer nos soldats, nos otages. Nous avons tout bombardé, y compris nos propres otages. Le seul objectif est politique, ça n'a rien à voir avec notre sécurité. Alors, Simone Ronan-Benkazen, quel niveau de soutien à Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il s'effrite quand même ou est-ce qu'il reste massif?
Ah non, il est très faible depuis le 7 octobre, très clairement. Tous les sondages le disent, le confirment, le reconfirment. Demain, il y a des élections en Israël, il perd. Il perd sa majorité. Les ministres d'extrême droite, dont son gouvernement, et notamment Smotrich, n'arrivent même pas à rentrer à la Knesset, donc il est à 0 siège. Un peu plus en ce qui concerne Ben Gvir, mais très clairement, aujourd'hui, s'il y avait des élections en Israël, il perdrait sa coalition très clairement. Et ce serait probablement Benny Gantz qui est dans le cabinet de guerre et qui pourrait très largement, on dit entre 72 et 75 sièges, ce qui est dans le contexte israélien énorme sur 120 sièges. Je voudrais réagir rapidement parce qu'il nous reste une question. Je pense qu'il faut quand même sortir un peu des représentations fantasmagoriques qu'on a de cette guerre. Il n'y a pas de grand plan, il n'y avait pas de grand plan politique avant le 7 octobre de suppression de nouvelles Nakba palestiniennes, de suppression de la bande de Gaza. Comme je l'ai dit, les Israéliens finalement se contentaient assez bien du statu quo, à tel point d'ailleurs que ça explique aussi en partie la faille du renseignement, etc. et le 7 octobre. Donc non, on n'est pas dans une logique, enfin peut-être après chez certains, je dirais, esprits plus messianiques qui veulent réoccuper Gaza, etc. Mais c'est très minoritaire, ça existe sans doute ce type de pensée. Certains sont présents autour de Netanyahou quand même. Oui, c'est vrai, mais du côté de l'armée israélienne, on est assez pragmatique. Donc c'est pour ça que j'en viens à la question des otages. Mais après, je peux me tromper. Mais je pense qu'il faut quand même sortir de cette idée, otages ou non, ils sont partis pour supprimer, détruire Gaza. C'était pas le but. Une dernière information sur une guerre qui est aussi médiatique. On va le voir tout de suite avec Quentin Calmet qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Bienvenue avec cette information. La chaîne Al Jazeera n'émet plus en Israël depuis dimanche après-midi. Oui, écran noir pour Al Jazeera en Israël, effectivement. La chaîne qatari y émettait en arabe et en anglais. Voici le message laconique affiché depuis dimanche. En accord avec la décision prise par le gouvernement, la diffusion de la chaîne Al Jazeera a été suspendue. C'est ce qu'on peut lire sur cet écran. Une loi votée en avril par la Knesset, le Parlement israélien, permettait d'interdire la diffusion de médias étrangers en cas d'atteinte à la sécurité de l'État. Du coup, la décision prévoit la fermeture des bureaux de la chaîne en Israël, la saisie de ses équipements de diffusion, l'interdiction de transmission par ses journalistes, le retrait de la chaîne des opérateurs satellites et du câble et le blocage de ses sites internet. Écoutez le Premier ministre israélien au moment d'interdire la chaîne dimanche. Selon lui, les journalistes d'Al Jazeera ont incité à la violence contre les soldats israéliens. Écoutez la suite. Après une discussion au sein du cabinet politico-sécuritaire et suivant mes instructions, le gouvernement discutera aujourd'hui de la fermeture des programmes d'Al Jazeera en Israël. Les reporters d'Al Jazeera ont porté atteinte à la sécurité d'Israël et ont incité à la violence contre les soldats des forces de défense israéliennes. Il est temps de retirer le porte-voix du Hamas de notre pays. Et cette décision, elle est évidemment dénoncée par la direction d'Al Jazeera. Oui, depuis Doha au Qatar, la chaîne annonce contester la décision et intenter une action en justice. Écoutez le directeur de l'info de la chaîne. Nous allons suivre toutes les voies légales. S'il y a une possibilité de contester la décision, nous allons la poursuivre jusqu'au bout. Nous allons demander s'il y a une possibilité, le matériel qui a été confisqué, la perte que nous avons subie, l'arrêt de nos émissions. Tout cela fait l'objet d'une action en justice. Bien entendu, nous disposons d'un service juridique et la direction s'en chargera. Cette décision vise à occulter la vérité, a déclaré à l'AFP le directeur du bureau de la chaîne en Israël, Walid Al-Omari. Al Jazeera étant l'un des principaux médias à exposer la vérité sur ce que cette guerre catastrophique cause aux civils, spécialement dans la bande de Gaza. Hier, ce sont les États-Unis, Thomas, qui ont vivement réagi. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a dit avoir clairement indiqué qu'il soutenait la liberté des médias dans le monde entier, y compris en Israël, et être très préoccupé par cette action. Derrière cette décision, il y aurait aussi la volonté d'affaiblir le Qatar qui soutient le Hamas. Autre explication, Al Jazeera disposait de nombreux correspondants dans la bande de Gaza et diffusait régulièrement des images embarrassantes pour Israël des destructions à Gaza. Merci beaucoup Quentin. Simone Rodan-Benzaken, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ce qui est diffusé par Al Jazeera qui justifie une telle décision, d'après vous ? Écoutez, pour ceux qui regardent Al Jazeera et
je suis en train de rassembler en interne un peu, notamment tout ce qui est en arabe. Il y a clairement un sujet d'incitation à la haine, d'incitation à la violence. Je vous ai juste sorti une petite phrase de Al Jazeera qui a été publiée il y a quelques mois. Les fours à gaz ont tué des millions de juifs. C'est ce que dit le roman. Quelle est la vérité et comment le mouvement sioniste en a-t-il profité? C'était un sujet de Al Jazeera. Donc, il y a un vrai sujet sur Al Jazeera. Par ailleurs, je vais vous dire autre chose. Je pense qu'il y a un vrai problème sur AJ+, en France. Donc, on peut y voir les mêmes contenus? On ne peut pas y voir totalement les mêmes contenus. C'est plus jeune, c'est plus sympa. Mais par exemple, sur AJ+, il y a quelques semaines, il y a eu tout un sujet sur le vol d'organes des Israéliens de manière très fashion pour les jeunes, etc. Cela pose un vrai problème de démocratie. Donc AJ+, c'est Al Jazeera+, c'est Al Jazeera+, qu'on peut voir en France, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, est-ce que cela doit amener à l'interdiction? C'est une vraie question. Mais en tout cas, pour les Israéliens, qui eux-mêmes, en plus, ont une 20% de leur population est arabe, il y a un vrai sujet à partir du moment, surtout, où cela incite à la haine, cela incite à la violence. J'ai un bon ami arabophone qui a regardé pendant des mois et des mois Al Jazeera et qui m'a dit l'autre jour, il me dit, franchement, si je connaissais pas grand-chose et je regarderais toute la journée, j'aurais envie d'aller sortir le soir et tuer un juif. Mais comment on explique que l'administration américaine elle soit contre cette interdiction? C'est ça qui Alors, je vais vous poser une question. C'est pour ça, non, mais par exemple, nous avons interdit RT. Oui. Qui était directement financé. Qui était directement financé par le régime russe. Et donc exactement de la même manière que Al Jazeera et AJ+, est directement financé par le Qatar. Et on peut également, du coup, se poser la question, quelle est la vraie intention, quelle est la vraie stratégie du Qatar? C'est un vrai sujet, et surtout, encore une fois, où à un moment, cela alimente l'antisémitisme, la violence et la haine. Que les Américains le critiquent, c'est une vraie question, mais je pense pour nous, en tant que démocratie et pour la démocratie israélienne, c'est une question extrêmement légitime. Votre avis là-dessus, Myriam Benrad, c'est aussi une source d'image effectivement gênante pour l'administration Netanyahou. Alors d'abord sur la chaîne Al Jazeera, c'est une chaîne controversée depuis très longtemps parce qu'elle a accueilli pendant des années Al-Qaradawi, le prédicateur islamiste. Elle fait partie de ces chaînes satellitaires qui se sont développées dans le monde musulman et qui ont quand même donné la parole à des personnes très radicales, à des imams, des prédicateurs très radicaux. Donc ça ne date pas d'hier. Maintenant, alors, au niveau des contenus, c'est un peu compliqué parce que Al Jazeera a voulu finalement se rendre plus respectable. Donc, on peut avoir de très bons reportages, type CNN, qui vont côtoyer effectivement ce type de contenu. Donc, c'est très bigarré. Maintenant, au niveau, je dirais, de ce qui sort en général de la bande de Gaza, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, on est en pleine guerre informationnelle. On n'a pas mentionné le rôle de l'IA, mais moi, j'ai vu plein de deepfakes circuler de toutes parts. Je ne sais plus, si vous me demandez en tant que chercheuse, les dévastations, certaines atrocités commises dans la bande de Gaza, les images qu'on a vues du 7 octobre, il y a des choses suffisamment documentées pour que j'y croie. Mais je vois aussi beaucoup d'informations passer. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Et je n'ai pas le temps d'ailleurs, sincèrement, je n'ai pas envie d'aller regarder des vidéos ou des images d'atrocités qui sortent de cette guerre. Et puis surtout, je n'ai pas le temps de faire le travail de vérification comme des journalistes le font au quotidien. Mais cette guerre informationnelle, oui, je vais finir là-dessus, elle pose un vrai problème. Parce que oui, il y a un effet performatif derrière. Ça crée en effet de la haine. Ça crée des envies d'en découdre, etc. Et on le voit par les répercussions internationales de cette crise. Merci beaucoup, notamment dans notre pays. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Myriam Benrad, je vais rappeler le titre de votre livre, L'État islamique est-il défait ? Livre publié aux éditions CNRS. À bientôt sur Public Sénat.